Bonjour! Aujourd'hui, à la tête dans l'eau, on vous parle d'une des conséquences néfastes du réchauffement des océans. Il existe en fait plusieurs conséquences néfastes au réchauffement des océans. Par exemple, la fonte des glaces, l'élévation du niveau des mers, l'acidification des eaux ou encore les vagues de chaleur océanique qui alimentent les typhons et les ouragans qui sont toujours de plus en plus puissants. C'est un vaste sujet, pas très jojo, avec peu de bonnes nouvelles. Moi, aujourd'hui, j'aimerais plus précisément vous parler d'une des conséquences néfastes, c'est-à-dire le blanchiment des coraux. C'est un sujet qui touche particulièrement toute l'équipe de la tête dans l'eau. Nous sommes à Roatan, une île du Honduras et une des destinations favorites des plongeurs québécois. Cette île est à l'extrême sud de la grande barrière de corail mésoaméricaine et son récif offre une grande variété de sites de plongée. Durant nos 2 semaines, nous allons plonger avec l'équipe du Grand Bleu Diving. C'est un centre de plongée qui offre sur place quelques appartements et des chambres. Il y a aussi une grande cuisine commune disponible, ce qui est très convivial. L'équipe du Grand Bleu Diving donne un service très personnalisé. On plonge en petits groupes et souvent ce sont des plongées de près de 70 minutes et même plus. L'équipe de Patrice est vraiment une très belle équipe. Le récif est partout du côté de cette île. On n'a jamais besoin d'aller très loin. Adrien nous a expliqué que dernièrement, la température de l'eau est montée pendant quelques jours à 32 degrés Celsius, ce qui est anormalement chaud pour la région. Les coraux sont très sensibles à la chaleur de l'eau et supportent mal une température de plus de 30 degrés Celsius. Dans une autre vidéo que vous pouvez écouter en cliquant sur le lien en haut à droite, on vous a expliqué ce qu'est un corail, mais je vais quand même vous faire un petit rappel. Les coraux sont des colonies de petites bêtes de la même famille que les méduses, qu'on nomme les polypes. La naissance de corail commence par un premier polype qui est né d'une fécondation. Il se fixe sur quelque chose de dur qu'on nomme un substrat et il démarre sa colonie en se clonant. Chez les coraux durs, chaque petit polype construit sa maison en calcaire comprenant des minéraux de carbonate de calcium et se clone à son tour. C'est comme ça que le corail grossit. Ici, c'est le début d'un corail mou. On voit très bien les premiers petits polypes. Moi, j'ai été étonnée quand j'ai compris qu'un corail était une colonie de petits animaux. Mais il nous cache aussi une autre belle surprise. Les polypes ne vivent pas que entre eux. Ils vivent aussi en symbiose, ça c'est comme une étroite collaboration, avec des petites algues unicellulaires microscopiques nommées les zooxanthelles. Ce sont ces petites algues qui donnent la coloration aux coraux. L'harmonie entre les polypes et les zooxanthelles est très sensible à la température de l'eau et lorsque l'eau est trop chaude, les polypes expulsent les petites algues et par le fait même blanchissent. Tout le monde est prêt? On y va! What a nice day to dive! Je peux vous dire que le résultat de cette dispute est assez impressionnante. Regardez le récif. Même la caméra a du mal à ne pas surexposer tant les coraux sont blancs. Et ce n'est pas qu'une seule espèce de corail qui est touchée, mais de nombreuses espèces, et autant chez les coraux mous que chez les coraux durs. Parce que, eh oui, il y a des coraux qu'on dit mous et d'autres durs. La différence, c'est que le corail mou, contrairement au dur, n'a pas de squelette rigide. Par exemple, ici, ça, c'est un corail mou de la sous-classe des gorgones. Cette gorgone poreuse, habituellement, n'est pas d'un blanc immaculé, mais plutôt d'un brun rougeâtre, comme ici, derrière le poisson-ange français. Et ce corail cerveau, qui est un corail dur, habituellement, on le retrouve plutôt dans les teintes de brun jaunâtre. Entendre dire que le réchauffement climatique est néfaste pour les coraux, c'est une chose. Voir quelques images aux nouvelles le soir à la télévision marque les esprits. Mais être en face, comme maintenant, d'un récif sous pression, c'est alarmant.
La nature est belle parce qu'elle est complexe, me dit souvent mon caméraman d'amour en me regardant avec ses yeux charmeurs et son sourire moqueur. La symbiose entre les polypes et les petites algues commence dès la naissance du premier polype qui démarre une colonie, c'est-à-dire un nouveau corail. Cette association est une symbiose dite mutualiste parce qu'elle est profitable pour les deux. Les algues microscopiques se nourrissent en absorbant le dioxyde de carbone et les déchets minéraux libérés par les polypes. En retour, par photosynthèse, les algues donnent de l'oxygène et plusieurs nutriments à ces derniers, ce qui représente parfois plus de 75 % du besoin énergétique du polype. On peut donc dire que le polype est un animal qui fonctionne à biénergie. Il carbure en mangeant du plancton attrapé avec ses tentacules et à l'énergie solaire grâce aux zooxanthelles. Le nombre de zooxanthelles dans les polypes est fortement influencé par l'environnement de vie du corail et tout particulièrement par la quantité de lumière et la température de l'eau. Des études ont démontré que les polypes régularisent, c'est-à-dire fixent, le nombre d'algues dans leur tissu en fonction des conditions environnantes. Mais quand l'eau devient trop chaude trop rapidement, les algues unicellulaires se multiplient dans les polypes plus rapidement que les polypes peuvent s'adapter. Mais surtout, une augmentation des températures conduit les zooxanthelles à produire des dérivés réactifs de l'oxygène. Ça, c'est comme produire une nouvelle molécule avec de l'oxygène et un autre élément chimique. Et cette nouvelle molécule-là, elle endommage les tissus du polype. Ça les blesse, le système immunitaire des polypes n'aime pas ça et finit par expulser les zooxanthelles et, par le fait même, 75 % de leur source d'énergie. Vous comprendrez que les coraux ne peuvent pas survivre éternellement avec plus ou moins 25 % de leur apport nutritif. Si les conditions ne permettent pas le retour des zooxanthelles, ils meurent de faim. Et en attendant le retour des coloques, étant plus faibles, ils peuvent attraper plus facilement des maladies et leur système de reproduction est également ralenti. Bref, tout va bien chez les coraux, Madame la Marquise. Il est aussi important de savoir qu'il n'y a pas que la température de l'eau qui cause le blanchiment des coraux. La quantité de rayonnement solaire et l'acidité des océans en sont d'autres facteurs. Les océans absorbent une énorme quantité de gaz carbonique qui est un gaz acide. Et lorsqu'il se dissout et se décompose dans les océans, l'acidité de l'eau augmente. Et ça réduit la quantité de carbonate de calcium. Vous vous souvenez les petits minéraux nécessaires à la construction du squelette du corail dur? Et ils le sont aussi à la formation des coquilles et carapaces de plusieurs jolies bestioles marines. Mais c'est plus graduel comme effet négatif. En résumé, disons que la tendance actuelle des changements climatiques n'est pas vraiment en faveur de ces vieux bâtisseurs de récifs. En parlant d'âge, vous savez que les premières traces de barrières coralliennes remonteraient à 560 millions d'années? Mais comment des êtres vivants aussi fragiles en apparence peuvent-ils avoir survécu aussi longtemps? Ils doivent quand même savoir s'adapter pour être toujours là. Eh bien, ça, c'est une des questions que se posent les scientifiques et l'une des réponses pourrait bien être dans le blanchiment lui-même. De nombreuses études démontrent que les polypes ont la capacité de régler leur nombre de zooxanthelles dans leur tissu. Mais il faut savoir qu'il y a de nombreuses espèces de zooxanthelles et elles n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques pour survivre à un environnement X. Il y a même des zooxanthelles d'une même espèce qui sont plus efficaces pour un polype que d'autres. Pour faire simple, si la température de l'eau augmente, les polypes ont besoin de changer de partenaire pour un autre plus adapté à ce changement. Mais le processus de changement de zooxanthelle est habituellement lent. Et certaines études semblent démontrer que le blanchiment est une réaction en urgence des polypes pour expulser les algues mal adaptées au changement trop brusque. Une fois purgés des anciennes algues, les polypes cherchent à attirer de nouveaux locataires en espérant qu'ils soient mieux acclimatés à leur environnement. Mais tu sais, pas évident de trouver un coloc idéal en urgence quand t'as pas le temps ni la force de mettre une pancarte à louer. Ah! Des poissons chirurgiens bleus. Ce sont des petits poissons herbivores.
Ils sont essentiels pour la survie des coraux et en particulier durant le blanchiment, parce qu'ils mangent les algues qui poussent sur les coraux et qui peuvent étouffer les polypes. Ici, une anémone. Les anémones vivent aussi en symbiose avec les zooxanthelles, raison pour laquelle celle-ci est anormalement blanche. Vous savez, certains coraux ont un tour de plus dans leur sac à survie. Une fois les zooxanthelles expulsées, ils sécrètent des protéines qui leur donnent une couleur fluorescente. La première utilité, c'est que ça les protège du soleil, un peu comme une crème solaire. Mais ce serait aussi une manière d'attirer les zooxanthelles pour reprendre le partenariat nécessaire à leur survie. Ça crée vraiment d'étranges couleurs sur le récif. Les études sur le blanchiment et les relations complexes entre les polypes et les zooxanthelles sont loin d'être terminées. Et vu la grande variété dans les coraux et les algues qui les habitent, toutes les informations qu'on vous donne ici peuvent être nuancées en fonction des coraux, des algues et de la région du monde. Par exemple, en mer Rouge, les coraux vivent harmonieusement avec les zooxanthelles à des températures plus élevées qu'ici, à Roatan. Certains coraux peuvent survivre que quelques jours au blanchiment, d'autres quelques semaines et certains quelques mois. Par exemple, les coraux plus massifs avec des polypes plus charnus sont plus résistants. Donc, le blanchiment n'est pas la mort assurée d'un corail, mais les études démontrent que les coraux qui ont subi un blanchiment, même s'ils récupèrent, restent plus fragiles aux maladies avec une croissance ralentie. Les coraux ont été habitués de vivre des périodes de blanchiment dans leur longue existence. Le problème actuellement, c'est que le climat change rapidement, probablement plus rapidement que les cycles habituels qui s'effectuent sur des milliers d'années. L'activité humaine est un nouveau défi pour ces grands bâtisseurs. Les récifs coralliens ne représentent que 0,1% des océans, 1/10 de pourcentage. Pourtant, ils regroupent 25% de la biodiversité marine. C'est pour ça que je les appelle souvent des mégapoles. Même si les coraux ont démontré une énorme résilience au cours des millénaires, les activités humaines risquent bien d'en faire disparaître des espèces entières. Comme les coraux sont les fondations des récifs coralliens, eh bien, de nombreuses espèces de poissons et de créatures récifales vont malheureusement disparaître avec eux. C'est une étrange plongée pour nous. Le récif reste très beau et abrite une belle vie marine. Heureusement, ici à Roatan, le récif reprend ses couleurs. La résilience des coraux semble prendre le dessus, même si certains d'entre eux ne s'en remettront peut-être pas. J'espère que notre sujet vous a intéressé et vous a interpellé. Merci d'avoir été avec nous. On se revoit bientôt pour une prochaine capsule La tête dans l'eau. D'ici là, bonne plongée, soyez prudents et surtout, prenez soin de ce magnifique environnement. Si vous avez aimé notre vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification. Si vous avez des questions, commentaires, écrivez-nous